C'est une question qui est souvent évoquée quand on parle d'innovation, c'est la question de l'essaimage. Et tout le monde se la pose dans les équipes, dans les établissements, voilà, comment on passe d'une équipe à plusieurs équipes, on a une classe, est-ce qu'on fait un niveau, est-ce qu'on passe à l'ensemble de l'établissement, c'est une question très complexe. L'idée un petit peu d'aujourd'hui, c'est aussi de proposer peut-être des pistes d'inspiration pour que chacun s'approprie la façon dont il va pouvoir le mettre en place dans son école, dans sa classe, dans son établissement, avec ses collègues, avec beaucoup de collègues, avec moins de collègues. Mais tout petit pas, et aujourd'hui je crois que c'est une journée qui permet de célébrer les petites victoires aussi, humbles, modestes, mais qui font avancer justement cette question du contrat scolaire et de ce qui nous porte. Et ça va permettre de faire le lien avec deux projets qui vont vous être présentés en cette fin de matinée, puis deux autres en tout début d'après-midi. On se retrouvera à 13h45. Je vais demander aux équipes de maths en physique et de nouvelles salles en mathématiques. Donc on va parler un petit peu de français, maths en orthographe, puis on va parler mathématiques. Les autres fondamentaux, venez me rejoindre. Alors pour expliquer un petit peu, voilà, tous les ans pour la Journée nationale de l'innovation, il y a un projet académique qui est présenté au niveau national, et puis on a choisi d'avoir une sélection un petit peu plus large. Cette année, les trois axes qui avaient été définis dans la sélection des projets étaient travailler les fondamentaux autrement, mettre les compétences psychosociales au cœur des apprentissages, et enrichir la culture générale des élèves. Voilà, c'était les trois éléments, les trois axes qui avaient été définis au niveau national. Alors, j'espère que la technique va fonctionner, vous montrer le projet maths en physique par les enseignants du collège Paul Vaillant-Couturier, Jean-Pierre Missionnat, la principale de Valesson RDS. On a beaucoup parlé de collectif, et je crois que c'est important aussi. Et merci aux chefs d'établissement, aux directeurs potentiels, aux collègues inspecteurs qui sont là, parce que voilà, on essaie de faire ensemble. Presque la moitié de nos élèves ont une maîtrise insuffisante ou fragile du domaine C3. De plus, comparativement aux moyennes départementales, nos élèves réussissent mieux l'examen de sciences que de mathématiques. Le projet Maths en physique a pour objectif d'enseigner les mathématiques autrement grâce à la contextualisation qu'offrent les sciences. Nos élèves découvrent les outils en mathématiques et leur utilisation en sciences permet de leur donner plus de sens. L'expérimentation s'articule de la manière suivante. La moitié de nos classes de 3e bénéficient d'une heure de co-intervention tous les 15 jours. Voici l'ensemble des items sur lesquels nos disciplines se croisent. Notre travail s'est particulièrement porté sur la proportionnalité, un des axes fondamentaux du programme de mathématiques au collège. Nos 3e ont du mal avec la conceptualisation de l'atome et encore plus de mal avec la perte ou le gain d'électrons lors de la formation de l'ion. Nous avons donc décidé d'axer notre approche sur la manipulation. Étant en co-intervention, nous avons pu séparer la classe en petits groupes pour différencier les activités. Grâce au matériel mis à disposition, les élèves devaient modéliser les atomes proposés. Nos 3e sont en difficulté face aux grandeurs produits et quotients. La masse volumique est donc une notion difficile. Nous avons fait le choix de vulgariser en réalisant l'analogie suivante. Admettons qu'une vitesse de course puisse permettre d'identifier un animal. Il en est de même pour la masse volumique, celle-ci permet de caractériser un élément. Nos élèves ont d'abord travaillé sur des calculs de vitesse qui leur sont plus familiers, puis ils ont abordé les calculs de masse volumique. Remplacer des variables par des valeurs numériques dans une expression algébrique est également un frein. Nous avons donc réalisé une séance spécifique à ce sujet. Par ailleurs, parmi les élèves participants à Maths en physique, 25 d'entre eux sont inscrits à l'option Sciences+. Cette dernière a pour objectif d'éveiller leur curiosité en accentuant la maîtrise des outils numériques. Les thèmes abordés peuvent faire l'objet d'une présentation à l'oral du brevet. Ce dispositif nous a permis d'accroître les échanges au sein des équipes, sur nos pratiques pédagogiques, les difficultés de nos élèves, leurs méthodes d'apprentissage. L'interdisciplinarité met en évidence la pluralité des approches didactiques pour une même notion enseignée,
et nous forcent à interroger nos pratiques. Ces regards croisés permettent donc de mieux connaître nos élèves et ainsi de mieux les accompagner. Voici les résultats chiffrés sur l'ensemble des classes de 3e. Les résultats lors du contrôle continu sont plutôt équivalents. Cependant, lors des épreuves du brevet blanc, on observe plus 12 points en physique-chimie et plus 10 points en mathématiques. 75% de nos élèves affirment se sentir plus à l'aise et plus en confiance en classe. Quelques mots complémentaires sur la démarche. Vous m'entendez? Bonjour. Comme on a dit dans la vidéo, il s'agissait d'une expérimentation pour enseigner surtout les mathématiques autrement. Donc, Marguerite, enseignante de physique-chimie et moi en mathématiques, qui venait tous les 15 jours pour intervenir avec la moitié de nos classes de 3e. Donc, on est satisfait de ces temps d'échange, de ces temps de partage surtout, et de voir que nos élèves étaient plus à l'aise en classe, posaient des questions, on a aussi notre traduction au sein de l'établissement, plus d'échanges avec nos collègues. Et donc voilà, on a découvert la vidéo en ligne. Je pense que cette expérimentation va se poursuivre les années à venir et qu'on puisse réaliser sur du long terme, puisque là, c'est un début. Un beau début. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Sinon, il y a tout le groupe. Vous m'entendez? Moi, ce qui nous a le plus marqué, on va dire, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec l'équipe de mathématiques, pour vraiment les aider à avancer avec la progression en mathématiques et en sciences. Donc c'est vraiment sur ce point-là que c'était un peu compliqué de suivre une progression commune. Et aussi, au niveau du temps, c'est vraiment compliqué, on va pas se mentir. Et d'essayer de suivre des activités, sachant qu'on se voit que ça arrive qu'une fois toutes les quinzaines. Donc parfois il faut stopper quelque chose qu'on avait commencé pour reprendre notre activité. Donc il y a des avantages, mais les seuls inconvénients c'est vraiment au niveau de l'organisation et de l'emploi du temps. Mais sinon, on a le plus ressenti, c'est que les élèves ont apprécié ce dispositif et dans un dans le tournage. Et ils auraient aimé avoir cette co-intervention également aussi en demi-groupe parce que c'était que le cours en classe entière et on a quand même essayé durant ces heures-là de parfois faire des petits groupes en fonction des élèves qui ont moins d'émotions, on essayait d'utiliser un petit groupe en fonction des activités, des chapitres. Merci beaucoup. Merci Madame Thomas d'être présente. Vous voulez dire non, pas plus particulièrement, si ce n'est l'idée c'est quand même d'améliorer les résultats en mathématiques de nos élèves. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la Turie, au nombre d'établissements au niveau national. Et par le biais de faire les mathématiques autrement, et principalement sur l'apport quand ça fonctionne de la co-intervention. Là, il y a quelque chose pédagogiquement. L'échange de pratique, d'ouvrir sa classe à d'autres collègues, de travailler ensemble, que je trouve très, très intéressant. À chaque fois, on a des d'autres expérimentations qui poursuivent l'année prochaine pour voir si les résultats sont comportés ou non. merci beaucoup. Les mathématiques font partie des matières qui causent le plus de difficultés au collège pour les élèves. Alors pour lutter contre elles, on adapte nos méthodes, nos contenus, mais rarement on adapte nos espaces, et c'est bien ce qui a motivé un petit peu notre réflexion. Par exemple, on se rend compte, en visitant certaines écoles primaires, qu'ils disposent de davantage de surface d'écriture que nous, et bien on s'est interrogé sur ces bénéfices que ça pouvait représenter. Et ce que l'on souhaiterait, eh bien, c'est disposer d'un tableau fixe, un tableau mobile,
et un écran numérique. Au fond d'une salle de classe traditionnelle, eh bien, on trouve souvent un mur au fond, souvent sous-utilisé ou utilisé peut-être pour des affiches. Et c'est dommage parce que globalement, au sein d'une salle de classe, on voit bien que ceux qui sont sur les derniers rangs sont situés à, la plupart du temps, plus de 7 mètres de l'écran. Ils n'ont pas une très bonne visibilité. C'est parfois plus difficile pour l'enseignant, même quand il se déplace, d'aller les voir. En tout cas, ça demande de beaucoup circuler pour pouvoir voir l'ensemble des élèves. Alors, l'avantage de créer donc au fond de la salle une surface d'écriture ou de projection, ça permet de faire des groupes plus facilement. Également sur le côté latéral. Mais lorsqu'on adopte une disposition L, par exemple, eh bien on peut donner la même instruction à 4 élèves en même temps, juste en se plaçant devant eux. C'est beaucoup plus facile, particulièrement quand on fait de la géométrie. Les petites armoires dans une salle de classe, eh bien, ça permet aussi de rendre accessible aux élèves des ressources supplémentaires. Avec des tables de format innovant, on peut également envisager beaucoup plus de scénarios pédagogiques. Une disposition semi-circulaire, des dispositions circulaires, des dispositions en étoile. Les écrans numériques présentent un avantage par rapport aux vidéoprojecteurs interactifs. C'est déjà une plus rapide mise à disposition du matériel, parce qu'il n'y a pas besoin de temps de chauffe, une plus grande résolution, un meilleur confort d'écriture. Un club mathématique, c'est intéressant parce que ça peut permettre de faire travailler les mathématiques dans d'autres contextes, faire des expériences, pouvoir également aborder les mathématiques à travers le jeu, également à travers plusieurs concours ou à travers les ateliers de robotique. L'idée, c'est pas de parler d'une révolution complète de la classe, mais en tout cas de casser le modèle unique. Comme beaucoup d'enseignants de mathématiques, ils font du frontal avec les élèves, ils ont un seul tableau, ils sont toujours devant les élèves, ils ont parfois du mal à faire les cours de tous. Alors, on s'est rendu compte aussi que l'enseignant, malgré sa bonne volonté, il n'a pas un bon d'utilité et il est parfois difficile d'individualiser son aide aux élèves. Et que par exemple, dans certaines séances, comme la géométrie, lorsque l'enseignant va donner un conseil à 2 élèves, parce qu'ils sont situés l'un à côté de l'autre, et bien ceux qui sont derrière ont peut-être besoin exactement du même conseil. Or, la logique aurait été 2, 3, 4, 5 ou 6 fois en se déplaçant dans la salle. Alors, si on arrive à agencer différemment la salle de classe, bien on peut répéter ce conseil un nombre moindre de fois. Voilà. Donc, réagencer la salle, ça peut être intéressant, justement en termes de pédagogie, parce qu'on peut, avec moins d'efforts, être plus efficace. Augmenter les affichages, ça peut être intéressant aussi parce qu'on peut plus facilement différencier si on va donner peut-être une correction à un groupe d'élèves, peut-être que ça ne touche pas beaucoup aux élèves, bien, on va pouvoir plus facilement traiter ce problème de la différenciation qui n'est pas un moindre problème pour les enseignants. On demandait effectivement le tableau numérique, pas le tableau numérique, mais plutôt un écran numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a des solutions aussi où on peut sauvegarder ce qui est écrit. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, parce qu'avant, le principe du tableau, c'est d'écrire, mais c'est temporaire. Alors, il faut effacer. Alors, l'avantage de ces écrans numériques, c'est aussi qu'on peut sauvegarder ce qu'on écrit.
Et donc, ce qui a été sauvegardé, on peut le transmettre aux élèves à d'autres moments, où on peut le faire réapparaître, où on peut également s'en servir pour ceux qui n'ont pas été présents lors de la séance. Donc voilà, tout cet ensemble de choses qu'on demande, qui ne sont pas des choses extraordinaires, quand on va dire un écran numérique, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas si innovantes que ça, quand on va voir un collègue. Ça peut participer donc, à améliorer la pédagogie, par exemple en mathématiques. Autre chose aussi, c'est il y a toute une réflexion qui est faite aujourd'hui sur le mobilier qui est utilisé dans les salles de classe. On a souvent des tables qui disposent de 4 pieds, par exemple. Et 4 pieds, on sait que ce n'est pas l'idéal pour la stabilité. Voilà. Et donc, des fois, on a des tables qui sont un peu délicates, qui sont pas très confortables pour les élèves. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans une salle avec des tables que j'ai depuis le début que je pense qu'on commence à enseigner. Elles sont toujours en état, mais on voit que c'est un peu de faiblesse. Alors, des tables qui disposent par exemple de 3 pieds, beaucoup plus stables, et permettent des scénarios pédagogiques qui peuvent être Le petit schéma que vous voyez avec les couleurs aussi. C'est un exemple. Alors, on cherche à avoir un modèle de table qui soit optimal. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de fabricants français qui réfléchissent réellement sur le sujet. Le modèle qui est montré, là, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est une société allemande, mais le département de la Seine-Saint-Denis est en train de réfléchir à mettre en place une série pour carrément concevoir du mobilier. Du collectif encore. Merci beaucoup et bravo pour votre projet. On a trouvé Chamboury juste pour préciser aussi qu'il y a une grande dynamique autour des mathématiques sur l'académie. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un appel à la manifestation d'intérêt qui a été lancé également par le ministère et qui a donné lieu à un grand projet académique qui s'appelle vers une nouvelle équation mathématique qui intègre un certain nombre de collèges, qui intègre un certain nombre de démarches, des chercheurs, des laboratoires, et donc ces projets-là vont venir aussi nourrir le travail sur les mathématiques. Le lycée Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière, lycée polyvalent ou que professionnel, je sais. D'accord, voilà. Donc, qui a fait énormément de projets, un sur le concept de classe autonome qui va être abordé cet après-midi, et un autour d'une classe flexible, pilotée et prise en charge par plusieurs enseignants. Donc, on vous montre comme tout à l'heure la petite capsule, et ensuite quelques petits mots de l'équipe de direction, c'est ça ? Les compétences psychosociales sont au cœur du pilotage et du projet d'établissement. Ça se décline à différents niveaux, dans la pédagogie, dans les instances, dans l'aménagement des espaces, dans les relations interpersonnelles, plus particulièrement dans le cadre de l'accompagnement personnalisé et des conseils de classe. Nos élèves bénéficient d'1 heure par semaine dédiée à des activités variées autour des CPS. Notre ambition, c'est de poursuivre la formation des adultes et des élèves pour garantir un environnement propice au développement des CPS et aussi créer les conditions pour toutes et tous d'un état de santé positif. Cela permet déjà de prendre le temps de lire et de comprendre les appréciations des enseignants, de porter un regard différent sur soi et ce de manière non jugeante et non blâmante. L'analyse des bulletins en autonomie est une bonne chose car on peut se fixer des objectifs, améliorer ses compétences. C'est le moment où je suis plus honnête avec moi-même vis-à-vis de mon travail en cours. Ça me permet de m'améliorer, de voir. Ça nous permet d'être honnête avec soi-même, de voir nos points forts, d'évaluer nos
nos points faibles également, de se fixer des objectifs. Ça joue sur la motivation puisqu'il y a un objectif à atteindre à l'issue du prochain semestre. Et puis la reformulation de ces objectifs, elle permet de se projeter et d'identifier ses axes de progrès personnels. Au lycée Lino Ventura, finalement, on était plusieurs à sentir qu'on était arrivé au bout de la formule du conseil de classe classique. Et donc, avec une petite équipe d'enseignants, on a réfléchi à resserrer le conseil de classe autour de l'élève. Donc, du coup, on a testé cette nouvelle formule pendant 1 an sur une classe à titre expérimental, puis on l'a généralisée l'année d'après. Pouvoir leur expliquer nos objectifs, ce qui va pas dans notre bulletin, les qualités qu'on trouve, ça montre à nos parents qu'on est plus autonome. Finalement, on peut dire que c'est une formule qui paraît hyper intéressante pour les élèves, parce qu'elle rend les élèves proactifs autour de ce moment de conseil de classe. Simplement, il faut avoir conscience qu'en changeant le conseil de classe et en adoptant cette nouvelle formule, on change de philosophie et ça requiert de changer sa posture professionnelle. Depuis 2 ans, j'essaie cette nouvelle pratique de classe flexible. Donc, c'est une pédagogie inversée qui vise à mettre l'élève acteur au centre de sa formation. Donc, comme on peut le constater, ils travaillent ensemble, en groupe, soit par 2, soit par 3 au choix. Et ils ont les supports, ils s'en emparent pour ensuite travailler, faire de la remédiation entre pairs ou se re-questionner les documents aussi et avancer ensemble. La classe flexible, elle permet aussi bien aux élèves qu'à l'enseignant d'avoir une posture différente et d'aborder le travail différemment. Les élèves ont un certain bien-être dans leur attitude face au travail. Ils peuvent travailler sur des ballons, sur un canapé, avec un plaid. Bref, c'est la classe flexible, en fait, c'est comme à la maison. En ce qui me concerne, j'apprécie énormément cette classe flexible car elle me permet d'avoir un relationnel différent avec les élèves. Les élèves, comme je l'ai déjà dit, se sentent chez eux, respectent cette salle, ils le disent, c'est leur classe, c'est leur salle. Et moi, au cours des activités, ça me permet d'être beaucoup plus accessible et disponible en allant voir chaque groupe qui... Alors la classe flexible, c'est comme un cocon et ça permet aux gens pas forcément adaptés au système scolaire de se dépenser et de prendre du plaisir à aller en cours. La classe flexible, c'est l'autonomie. Là, on peut écouter de la musique pour se couper des autres, pour être bien, quoi. C'est comme chez nous. Aussi, c'est super bien pour y travailler. Ce projet, Madame la proviseure et Madame la proviseure adjointe, quelques retours. Alors, quelques retours un peu plus globaux sur la démarche en fait en équipe de direction par rapport à l'innovation. C'est vrai que l'innovation, pour nous soutenir l'innovation en tant que pilote d'un établissement, c'est aussi peut-être favoriser une approche centrée solution plutôt que centrée problème. Donc c'est vraiment l'innovation, c'est au cœur de notre
projet d'établissement avec comme fil conducteur les compétences psychosociales. Il y a une autre vidéo que vous pourrez voir sur les conseils de classe et aussi sur la notion comment on va mettre plus en avant les forces des élèves plutôt que leurs déficits. Donc c'est effectivement la classe flexible, c'est un exemple de projet innovant dans l'établissement avec pour, je dirais, intention de renforcer le pouvoir d'agir des élèves et aussi de leur garantir un environnement de bien-être. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un objectif, des objectifs qui sont précieux pour nous. Comme on peut le voir dans la vidéo, et je pense que ça fait aussi écho à ce qu'on a entendu ce matin, les élèves qui disaient de pouvoir être soutenus dans leur autonomie, mais aussi être dans un environnement où on accepte qui ils sont, voilà, et aussi leur permettre de découvrir comment ils apprennent mieux. Ça semble aussi essentiel, et les liens, les relations interpersonnelles, c'est vrai que une classe flexible, c'est au-delà du mobilier, hein, c'est une posture d'élève, une posture d'enseignant. Et les projets innovants, j'ai envie de dire que ça s'accompagne aussi par la formation. Voilà, parce que parfois c'est insécurisant. Pour une équipe de direction, soutenir aussi l'innovation, c'est aussi permettre aux enseignants, alors c'est un peu cavalier, mais de se planter. Voilà, je crois que le droit à l'erreur des élèves aussi, c'est le droit à l'erreur des enseignants, c'est important aussi de sécuriser, de leur permettre de tenter des choses, et puis si ça ne fonctionne pas, on sera à date, et puis c'est pas grave. Je pense que c'est aussi une façon aussi d'être inspirant pour une communauté, mais avec une vigilance quand même qu'il ne faut pas que ça soit clivant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'un côté il y ait des enseignants qui innovent, et puis de l'autre côté les enseignants qui restent sur des pratiques traditionnelles, où il pourrait y avoir une opposition. Je pense que quand c'est au service de la réussite des élèves, c'est très bien des deux côtés. Mais parfois, c'est vrai que nous, en fin d'année, on fait un peu sur la plénière une porte ouverte des projets dans l'établissement, et parfois ça peut être aussi inspirant, ça peut être aussi une piste pour des enseignants qui seraient en souffrance, de voir qu'on peut faire autrement et s'autoriser à faire autrement, ça nous semble aussi très important. Mais c'est vrai qu'au lycée Lino-Ventura, donc avec ce jeu de mots facile, l'innovation, vraiment ce qui compte, c'est de garantir un environnement propice au développement des compétences psychosociales et un état de santé positif des adultes et des élèves, avec des points de vigilance, peut-être. Oui, l'innovation, c'est un peu plus simple à ajouter dans un établissement quand ça vient de l'enseignant. Nous, c'est pas forcément des idées qui descendent. Souvent, on a des enseignants qui ont tendance à j'aimerais bien tenter ça, et finalement, on ouvre la possibilité de le faire. Ça a été le cas pour la classe flexible, c'était le cas aussi pour les conseils de classe. Et puis, je voulais rebondir. Bienvenue dans cette capsule de présentation du laboratoire d'idées. Nous sommes Kevin Gilles et Antonin Barriot, professeurs de physique-chimie au lycée Uruguay-France d'Avon à Seine-et-Marne. Le confinement nous a poussés à nous questionner sur nos pratiques professionnelles. À la rentrée de septembre 2020, il n'était pas envisageable de travailler comme avant la crise sanitaire. Le seul moyen de relever ce défi était de travailler en équipe. Évidemment, le travail en équipe nous a énormément aidé. Le choix des aides à apporter aux élèves, c'est quelque chose qui se concerte entre collègues. Et je crois que d'avoir un double regard, une lecture croisée, c'est vraiment très important. Et puis il faut aussi dire que innover, ça prend forcément du temps. Donc c'est vrai que de travailler en équipe, ça permet de mutualiser aussi les efforts et justement d'aller plus loin dans les expérimentations. Après avoir travaillé ainsi pendant 2 ans, nous avons voulu élargir le cercle en créant le laboratoire d'idées à la rentrée 2022. C'est un groupe d'une dizaine d'enseignants qui travaillent ensemble autour de problématiques pédagogiques. Le laboratoire se veut être un lieu de réflexion, de partage, de création et de diffusion de pratiques innovantes en équipe. L'ingénierie pédagogique est au cœur du dispositif du laboratoire d'idées. C'est une méthode structurée pour construire un cours avec plusieurs étapes. Voici un premier exemple sur l'hétérogénéité. En TP ou notamment en classe, on a des QR codes d'aide qui nous permettent soit ici de nous indiquer une manipulation à effectuer,
Ou alors, quand on bloque sur une question et qu'on veut avancer, ça nous permet de nous débloquer en nous indiquant une piste de résolution du problème. Ça permet du coup d'être vraiment autonome et de pouvoir continuer à avancer tout seul sans forcément à s'arrêter et à bloquer sur le TP. Et cette autonomie, on la retrouve notamment aussi dans nos plans de travail. Ça nous donne une marche à suivre pour vraiment gagner en autonomie pour les années à venir. Voici un second exemple où nous avons travaillé sur la mémorisation. J'ai beaucoup plus d'automatisme, c'est grâce aux défis de maîtrise. Ce sont des quiz sur nos compétences de l'année dernière pour les faire rentrer en automatisme. Et plus notre score est bon, plus on a des meilleurs trophées. Donc on peut avoir des trophées en argent, en bronze ou en or. Et quand on a un fort ego comme moi, on essaye d'en avoir tous en or. On va vouloir être très perfectionniste et maintenant je suis beaucoup plus perfectionniste qu'au début de l'année. En tant que proviseur, je porte un regard très admiratif sur ce qui se pratique dans cet établissement, dans les cours de physique et de chimie auxquels vous avez pu assister dans la journée. Ce qui se fait dans l'établissement par ces enseignants-là n'est pas banal. Déjà parce qu'on est sur un travail réellement en équipe, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis parce qu'on est sur un travail de didactique et de pratique pédagogique qui sont certes innovantes, mais qui sont surtout au service de la réussite des élèves et de tous les élèves, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur appétence pour la discipline. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et pour les élèves et pour les enseignants. Au sein du laboratoire, et puis après, dans un deuxième temps, on fait un retour d'expérience pour aussi expliquer un petit peu quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées et qu'on a tenté de dire. Le constat de départ en fait, de ce projet, c'est de se rendre compte que le travail, assez paradoxalement d'ailleurs, le travail du professeur, c'est un travail qui est bien souvent solitaire, c'est-à-dire qu'il va peut-être parfois faire des échanges de préparation avec ses collègues, se passer des documents, etc. Et finalement, il y a assez peu, en tout cas dans nos expériences professionnelles à nous, de co-construction, de relecture, de lecture croisée, d'analyse de documents, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui manquait beaucoup et qu'on a voulu essayer de faire émerger dans nos pratiques professionnelles. Donc pour stimuler ce travail d'équipe, pour essayer de redonner du sens à la notion de partage dans un contexte professionnel, on a voulu créer un dispositif, un groupe d'enseignants qui allait pouvoir se déployer à une échelle très locale, notamment sur un travail sur l'horizontalité, un travail vraiment entre collègues, une formation pour les collègues. On invite des collègues de notre établissement, mais aussi des établissements voisins du bassin de Fontainebleau. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le laboratoire d'idées d'une manière un petit peu plus concrète. En fait, en début d'année, on va faire une présentation du dispositif et puis on va essayer de retrouver des enseignants intéressés et aussi très motivés. Pour l'instant, ce sont que des collègues de physique-chimie. On a réussi à faire venir 2 collègues de physique-chimie d'un lycée voisin et on est 8 du même lycée. Et l'année prochaine, on va proposer le dispositif à l'ensemble du lycée. On va faire un travail pluridisciplinaire. On va se réunir tous ensemble 4 fois dans l'année et ensuite on va former des binômes de travail pour que ça soit quand même plus flexible pour les travailleurs. Comment fonctionne ce laboratoire d'idées? En fait, on va suivre une démarche un peu scientifique, on est physicien, et c'est une méthode qui est inspirée de l'ingénierie pédagogique, d'un modèle qui s'appelle le modèle ADI. En fait, c'est une sorte de méthode systémique et systématique pour construire un groupe. Donc, on va commencer d'abord par analyser les besoins. Chaque année, en fait, on va choisir un thème, une problématique. Et la première année, on avait choisi le thème de la gestion des hétérogénéités. On avait des élèves en
professeurs se rassemblent par binôme autour de cette idée qu'ils souhaitent expérimenter. On va implanter ça à la phase d'implantation, on va implanter notre dispositif sur les élèves, on va tester sur les élèves. Il ne faut pas oublier qu'il y a une phase d'évaluation qui est plus ou moins facile à réaliser pour voir si le dispositif est efficace. Donc les outils dont on dispose, c'est d'abord on brise un tabou, c'est-à-dire qu'on fait venir des professeurs dans la classe. Donc ça peut être assez compliqué d'accepter d'être observé par un collègue qui va pouvoir faire un retour sur la séance. Ou alors, on peut aussi directement interroger les élèves, et dans ce cas, on va faire soit des questionnaires, ou soit des capsules vidéo. C'est-à-dire, on a ajouté pour la capsule vidéo, on va clairement demander aux élèves leur avis sur le dispositif. Une fois qu'on a rediscuter du dispositif avec cette évaluation, on va éventuellement le réajuster. Donc cette phase-là, elle est importante. Souvent, on a tendance à la négliger. Et une fois que l'on est vraiment satisfait du dispositif, notre objectif, c'est de diffuser, de trouver un moyen de diffusion efficace. Pour l'instant, on imagine peut-être diffuser les témoignages des élèves. Si on a une capsule vidéo, on a quelque chose de et donc le dispositif diffuser auprès des collègues qui vont éventuellement s'en emparer si jamais ils sont persuadés par ce que nous proposons. Du coup, il y a un peu deux temps dans cette logique de projet. Il y a un temps de la formation entre collègues, et puis il y a peut-être un temps aussi quand le dispositif est suffisamment mûr pour être diffusé, de formation aussi d'autres enseignants qui vont juste tomber sur la ressource, se poser des questions et puis commencer un petit peu à se questionner là-dessus. Donc si on fait un petit peu retour sur notre expérience et voir peut-être des difficultés, la première peut-être, ça a été de sécuriser les échanges entre collègues. Et pour ça, on a mis au point une charte de fonctionnement que tous les membres du laboratoire d'idées doivent signer. Dans cette charte, on sécurise notamment les remarques qui peuvent être faites lors des phases d'observation. Un autre enjeu très concret, mais qui a été un obstacle assez difficile à franchir, c'est de réussir à faire se réunir 10 collègues sur un créneau dans un lycée. L'une des solutions qu'on a trouvées, en fait, c'est de fixer des dates très tôt dans l'année. En fait, dès le début de l'année, les quatre dates des réunions plénières étaient fixes. Donc ça, c'est un petit peu solutionner les choses. Et puis peut-être le dernier point, un soutien important de la CARDI, parce qu'on avait besoin d'un petit peu d'aide là-dessus, c'était accepter le fait que dans un collectif comme celui-là, on n'a pas tous les mêmes pratiques, on n'a pas tous le même niveau de didactique, de pédagogie. Et en fait, il y a la finalité de produire un dispositif performant, mais il y a aussi la finalité de se former. Et donc, il faut accepter que l'enjeu principal, c'est peut-être pas celui d'élaborer un dispositif qui soit le plus performant possible, mais c'est que chacun des membres participants au laboratoire d'idées ait pu progresser dans sa pratique professionnelle. Et là, ça, c'était pour nous assez important. C'est quelque chose sur lequel on a un petit peu évolué à nos attentes, nous, en tant que pilote de vidéo. Donc, on a réalisé bien sûr tout le bénéfice que les collègues pouvaient tirer de ce dispositif. Vraiment faire évoluer le geste professionnel, en tout cas au lycée, c'est un vrai enjeu. L'école primaire innove énormément, le collège innove beaucoup, le lycée innove moins, et donc faire émerger ces innovations au lycée, c'est un enjeu important. Et ça nous semble d'autant plus important que ce sera un petit peu notre conclusion. On a l'impression quand même que dans le monde de l'enseignement, on vit une période un peu charnière. Le rapport à la connaissance des élèves change. On vit une phase de crise de vocation aussi, on vit une phase où le métier d'enseignant est peu visible, en tout cas dans le paysage médiatique, on sait assez peu comment les gens travaillent. Donc voilà, c'est aussi peut-être une petite pierre à apporter à cet édifice pour essayer de redonner un peu de la visibilité, du sens à ce métier. Un levier aussi par rapport à tout ça. Merci beaucoup.